Face à l'actualité, toute l'actualité, c'est sur Tambour Matin. Bonjour à tous et bienvenue à cet entretien. Le président de la République est candidat à sa propre succession aux élections de 2023. Mais avec quel bilan ira-t-il pour séduire le peuple congolais qui lui a donné son suffrage en 2018 et qui a des choses à réclamer? Le processus électoral, avec l'enrôlement des électeurs, la Commission électorale nationale indépendante vient de proroger le délai d'enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle. 15 jours supplémentaires pour rattraper le retard. Le fossé entre les prévisions et les réalisations a été trop grand, a dit le président Kadima, à travers bien évidemment la rapporteure du bureau de la centrale électorale. Mais cette activité s'est transformée en une campagne électorale précoce. Les mêmes têtes, celles qui sont sur la scène politique depuis plusieurs années. Où sont les jeunes dont on parle pour renouveler la classe politique? Toutes ces questions, on en parle dans cet entretien particulier tourné en Bujimaï avec le coordonnateur national du groupe de vigilance pour le suivi des actions du chef de l'État. C'est une association sans but lucratif. On va percer pour comprendre si derrière il n'y a pas de visée politique. Rufin Mouepou-Kadima, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Arsène, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans cet entretien de Face à l'actualité. Vous êtes également cadre de l'Union sacrée de la Nation. Cette émission, nous l'ouvrons par le processus électoral qui, depuis, comme on le sait, plusieurs mois, connaît sa première phase et celle qui paraît très importante, la constitution du fichier électoral. Dans la deuxième ère opérationnelle, la CENI a rallongé le délai comme elle l'a fait dans la première ère opérationnelle, mais les problèmes demeurent les mêmes. On attrape les bulletins dans des voitures des particuliers, des problèmes des machines, des problèmes d'incompétence même du personnel affecté à cette activité. Est-ce que, à travers tout cet imbroglio dénoncé par l'opposition, vous, de la majorité, êtes en train de préparer la fraude électorale? Merci beaucoup Arsène. D'abord, j'aimerais ici dire que ça a été toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur le plateau de Tambour Matin. Et merci pour l'opportunité que vous m'offrez pour partager avec l'opinion publique notre réflexion sur quelques sujets d'actualité. Pour parler du processus électoral, notamment de l'enrôlement. D'abord, j'aimerais souligner une chose, c'est que la majorité n'est pas membre de la CENI. La majorité ne fait pas partie de la CENI. Donc, comme l'opposition, nous sommes par contre partie prenante aux élections que la CENI est en train d'organiser. Donc, vous conviendrez avec moi que s'il y a des observations objectives à formuler à l'endroit de la Commission nationale électorale, eh bien, nous, au niveau de la majorité, on va le faire. Donc, s'il y a des critiques, on ne peut pas les endosser ou tenter de justifier la CENI. Mais maintenant, est-ce qu'il faut peindre le processus de la manière que vous venez de le dire? Moi, je pense que la CENI est en train de faire un grand travail. Moi, je suis arrivé ici pour me faire enrôler. Je l'ai fait finalement le vendredi. J'ai eu quand même plaisir de passer dans quelques centres, en dehors de là où je me suis moi-même fait enrôler, pour voir comment la CENI était en train de se prendre à cette tâche. Mais je vous l'ai dit, je salue ici les efforts inlançables que les membres de la CENI sont en train de fournir dans des conditions qui sont les leurs. Effectivement, cette prorogation vient, à mon sens, justifier le fait qu'il y a une grande mobilisation. Donc, on a peut-être sous-estimé l'attention que notre population accorde à ces processus, qu'on a estimé que dans ces délais-là, on pouvait bien prendre en charge tous les compatriotes qui sont conviés à cette messe-là. Mais maintenant, la situation est en train de montrer qu'il y a plus des Congolais et Congolaises qui sont appelés à se faire enrôler. Et c'est tout à fait logique que la CENI
pour des raisons d'inclusivité, accorde ces délais pour permettre à tous les compatriotes de se faire enrôler et d'user de leurs droits civiques pour sanctionner au moment opportun ou voter si vous voulez. Donc pour nous, nous pensons que la CENI est en train de faire un grand travail, faire beaucoup d'efforts qui se font d'ailleurs sentir sur terrain et quelques problèmes techniques. C'est tout à fait logique, hein, on peut le comprendre puisque nous sommes à notre quatrième cycle électoral qu'on est en train de préparer. L'habitude est en train de venir. Des problèmes qu'on avait en 2006 ou qu'on a eu en 2011 ou même en 2018, ce ne sont pas les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on connaît d'autres problèmes, mais c'est effectivement des problèmes qui sont de nature à améliorer notre processus. Donc nous sommes en train de tendre vers la perfection. Il faut comprendre que ça viendra avec le temps. Donc on comprend que l'opposition, poussée par des élans, des nuisances, on sait comment ça se passe. Chez nous, c'est aussi les malheurs qu'on a, c'est de penser que lorsqu'on est dans l'opposition, on doit tout refuser, on doit tout réfuter, on doit peindre tout en or. Et oublier même que la CENI, c'est un organe technique. La CENI, ce n'est pas un organe du gouvernement, ce n'est pas la majorité qui gère la CENI. Ceux qui sont à la CENI, ce sont des acteurs politiques, ce sont le représentant que toute la classe politique congolaise réunie a eu à déléguer là-bas. Donc, bien évidemment que la majorité a plus de représentants. Et l'opposition, c'est normal, on est en démocratie. L'idéal ici, c'est de la représentativité. Est-ce que l'opposition est-elle représentée d'une certaine manière dans la configuration actuelle de la CENI? Oui. Donc, ce qui se passe là-bas, et la majorité et l'opposition, nous devons nous assumer. Nous devons nous assumer et chacun, en ce qui les concerne, essayer de voir pour que les prochaines échéances soient plus meilleures. Et moi, je pense que nous sommes en train de nous améliorer par rapport au cycle passé. Ça ne vous pose aucun problème qu'à l'espace des mois, qu'on attrape dans des véhicules, d'abord sur l'axe Bandundu-Kinshasa, et ensuite après l'accident tout près de Chikapa, dans la province du Kasaï. Et très souvent, ce sont les acteurs politiques proches de la majorité qui sont indexés, comme le dernier fait, c'est un véhicule appartenant à un député national, cadre de l'Union sacrée de la nation. Ça ne vous pose aucun problème? Vous savez, nous sommes à l'ère du numérique, l'Internet avec ce qu'il apporte des bons et des mauvais. Moi, j'ai du mal généralement à spéculer sur des événements que je ne maîtrise pas. On a vu des images, ça et là, qui surgissent dans ce sens. Je n'ai pas, moi, personnellement, vu des bulletins, encore qu'en cette période, il n'y a pas encore des bulletins. La CENI a sorti un communiqué pour dire qu'elle va contribuer à l'éclatement de la lumière après cette découverte de fiches d'inscription d'électeurs, des cartes vierges, plus de 300, la CENI l'a reconnu. Donc ce ne sont plus des bruits des réseaux sociaux, c'est des faits établis et qui sont très curieusement rattachés au cadre de l'Union sacrée. Non, ça peut être un hasard qu'on peut considérer des malheureux que la personne a attrapé dans une telle forfaiture, soit de la majorité, mais il n'y a rien qui démontre ici que c'était une activité qu'il était en train de mener dans le cadre d'un mandat reçu de la majorité. Donc individuellement, chacun répond de ces actes qui peuvent être pénaux, ainsi de suite. Donc s'il y a eu, effectivement, comme la CENI l'a dit dans son communiqué, attendons peut-être que la vérité éclate. Mais pour ma part, je pense que nous n'avons pas besoin de nous adonner à de telles activités pour justement gagner ce processus qui est favorable à nous. Donc nous attendons le communiqué de la CENI. On pourra peut-être discuter sur des révélations beaucoup plus sérieuses. Nous ne sommes pas à notre premier cycle électoral, vous l'avez dit. Il n'y a peut-être que vous, de l'Union sacrée, qui pensez que les processus s'améliorent davantage, alors que dans l'autre camp, c'est plutôt le son contraire. On part du mal en pis, parce que les problèmes qui sont enregistrés aujourd'hui ne l'étaient pas en 2018, moins encore en 2011.
Kadima et son bureau avaient été contestés dès le départ par l'opposition, notamment l'EFCC et la Mouka. Aujourd'hui, les faits ne leur donnent-ils pas raison? Ces dysfonctionnements avec des machines qui tombent en panne à tout moment, avec un personnel qui visiblement a un problème de maîtrise, même si ça s'est amélioré au fur et à mesure, avec tous ces problèmes des distances des bureaux de vote, avec tous ces gens qui ont du mal à accéder dans les bureaux, plutôt des bureaux d'enrôlement, et tous ces gens qui sont parfois obligés de payer et de passer. Est-ce que finalement l'opposition n'avait-elle pas raison en disant que Kadima n'était pas l'homme de la situation pour conduire le processus électoral de 2023-2024? Alors, est-ce que l'opposition avait-elle un homme providentiel? Je ne pense pas. Kadima n'était pas seul candidat en ce moment-là. Il y avait notamment le candidat présenté par les églises catholiques et protestantes. Mais vous savez, nous sommes en démocratie. Les gens doivent s'habituer au jeu démocratique. Le jeu démocratique voudrait que la position de la majorité l'emporte. Cette position peut ne pas être rationnelle. Mais lorsque c'est la majorité qui décide d'aller dans ce sens-là, c'est aussi ça ce qu'on peut considérer comme des défauts de la démocratie. Donc, la désignation de M. Kadima avait obéi à la procédure tout à fait connue de tous, qui a toujours existé, ainsi de suite. Ça c'est un faux débat. Le débat par rapport aux personnalités, depuis 2006, je ne pense pas qu'on aurait un jour un président qui aura l'assentiment de toute la classe politique à 100%. Mais cette fois, c'était quand même différent. On a un président de la CENI qui a été soutenu mordicus par la majorité présidentielle, et refusé par l'opposition. Et que plus tard, il y a des dysfonctionnements majeurs. C'est la question que je pose. Est-ce que, de votre lecture, que je vous ne vous rendez pas compte que M. Kadima n'est pas l'homme de la situation? Que je sache personnellement, M. Kadima vient d'une confession religieuse, régulièrement reconnue dans ce pays. Et il a été retenu à l'issue d'une procédure, comme je vous l'ai dit, qui a toujours existé. Il n'y a pas eu une innovation dans la désignation de M. Kadima. Maintenant, les débats sur... constate, est-il compétent ou pas? C'est ça la question. Non, si, voilà. Moi, j'aimerais qu'on parle de ça, qu'on parle de la compétence. Justement. Vous connaissez un candidat qui avait été proposé à son temps, qui avait une expertise beaucoup plus meilleure que celle de M. Kadima. Je ne pense pas. M. Kadima a un CV qui parle, que ce soit au niveau africain, au niveau régional et même dans notre pays. Donc si on doit parler les débats de la démocratie, il n'y a même pas une minute à perdre là-dessus, puisque c'était le profil idéal. Et aujourd'hui, il est en train de les démontrer sur terrain. Moi, je pense qu'on a évolué parce que en 2006 ou en 2011 ou 2018, pour qu'on ait un calendrier électoral, vous savez que la sortie du calendrier électoral dans notre pays ici avait été toujours subordonnée à parfois de pertes en vie humaine de nos compatriotes qu'on regrettait. Donc pour une fois, on a eu un calendrier électoral qui est sorti sans pression aucune de l'opposition. D'ailleurs, l'opposition qui était en train de rêver qu'on en arriverait à un dépassement où on était déjà dans des officines en train de préparer. On a été surpris. On a été surpris de voir que les choses sont en train d'être faites dans le respect des délais constitutionnels. Ça, c'est une amélioration. Maintenant, les gens ne veulent pas reconnaître pour des agendas qu'on connaît. Moi, personnellement, en tant que politique, les discours de l'opposition ne me surprennent pas. Ça a été toujours comme ça. Il faut, je pense, que l'on ne puisse pas distraire notre population, puisque l'opposition voit en réalité qu'elle est en train de perdre en terrain, alors, la seule façon de se faire une santé dans la population, c'est de créer ce que nous, au niveau de la politique, on appelle des cardio-chats, faire un peu en sorte que la population soit distraite et qu'en sourdine, qu'elle fasse passer son message qui est celui de ne pas aller aux élections, comme on est en train de voir une autre frange de l'opposition totalement
je dirais même déclassé par rapport à l'assentiment ou l'opinion. Le PPRD, par exemple, a appelé au boycott de l'enrôlement, un processus électoral non inclusif. Qu'est-ce qu'on appelle processus non inclusif? Celui où toutes les parties ne prennent pas part. Mais je vous dis que dans la CENI, dans le bureau de la CENI, il y a l'opposition là-bas. Vous avez parlé de madame la rapporteure du bureau de la CENI. Elle est de l'UDPS. Qu'est-ce que j'allais dire? Didier Manara, le vice-président. Il est PPRD. Je dis, il est PPRD. Donc, de quoi on parle? Ce sont des caprices politiciennes qu'on connaît, voilà. Mais moi, je pense que la détermination du président Kadima est à saluer et nous pensons qu'il va effectivement amener notre pays à connaître le meilleur processus de son histoire. L'autre préoccupation autour de ce processus d'enrôlement, ce sont les jeunes que l'on recherchait pour renouveler la classe politique qui se font rares. De notre constat, on se rend compte que les caciques continuent de drainer les foules lors de leur enrôlement et les jeunes qui osent le faire sont comptés à bout de doigts. Qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous tous peur d'oser, de vous frotter au caïman dans une eau trop agitée? Bon, vous savez, moi, dans ces débats-là, j'y vais avec beaucoup d'objectivité. Quand on se le dise, effectivement, nous voulons tous que les choses changent dans notre pays. Et, nous pensons que la jeunesse, effectivement, peut apporter une nouvelle touche dans la gestion de la chose publique. Mais encore faut-il que ça soit une jeunesse préparée. Puisque moi, je pense que les qualificatifs incompétence et voleurs ou tout ce que vous voulez peuvent aussi s'appliquer aux jeunes. Donc, si vous êtes en face d'une jeunesse qui n'est pas suffisamment instruite, qui n'a pas eu le temps de se former suffisamment, eh bien, on n'aura pas de résultats différents. Maintenant, oui, moi j'encourage tous les jeunes qui ont eu le temps de se former, qui ont eu le temps d'accumuler une certaine expérience, qui ont eu le temps de connaître plus ou moins le rouage du fonctionnement de l'État, que c'est le moment, effectivement, le chef de l'État lui-même l'appelle de tous ses voeux. Il veut que les jeunes participent dans la gestion de la chose publique. C'est à ce niveau-là que je pense que lorsque vous êtes en face d'un jeune qui comprend autant qu'un vieux le bon fonctionnement de la chose, qui a la bonne volonté autant qu'un vieux de faire mieux, il est préférable d'avoir un jeune, puisque le jeune va apporter une énergie que, évidemment, le vieux n'a pas cette énergie, cette vigueur. C'est la différence qu'il peut y avoir et je pense que moi, personnellement, j'encourage nos pères jeunes à le faire, en commençant par moi-même. Du peu que je peux, je vais... Vous-même, oui, vous êtes en politique depuis longtemps maintenant, ancien président des étudiants, ici ou ailleurs. Vous avez dirigé plusieurs groupes, des étudiants tout comme des partis politiques, des ASBEL, des structures. Vous êtes allé vous enrôler sans tambour battant. Moi, je pense que le message derrière, même ceux qui mobilisent, disent que nous venons sensibiliser la population, même si en réalité on ne le voit pas passer ce message-là. Par contre, puisque vous avez parlé de la jeunesse ici, nous voulons faire les choses autrement. Pour ma part, j'ai capitalisé mon séjour à sensibiliser les consciences. J'ai mobilisé les consciences. Je n'ai peut-être pas mobilisé les foules, mais j'ai mobilisé des consciences. Parce que l'heure n'est pas au tapage. Vous savez, chaque équipe a sa stratégie. Et la vôtre, c'est quoi la discrétion? La nôtre, c'est d'abord de mobiliser les consciences. Puisque, et comment vous le faites? C'est pourquoi je vous remercie de m'avoir offert votre plateau. À travers un échange comme celui-ci, je pense qu'il y a des milliers de jeunes qui nous suivent, qui, je le crois, pourront être
mobiliser dans une certaine manière à faire ce qui est utile pour nous, ce qui est avantageux pour Est-ce que vous serez candidat, vous? J'ai toujours appris que l'on ne se limite pas en politique. C'est pourquoi je ne peux pas dire que je ne serai pas candidat, même si je ne peux pas dire que je ne serai pas candidat, même si tout de suite je n'affirme pas que je suis candidat. Ça veut dire que nous sommes effectivement dans la dynamique de participer activement aux prochaines échéances. Est-ce que ça sera en étant candidat? Je pense que les circonstances vont bien nous le démontrer, mais même si on ne sera pas candidat, je pense que notre participation à ces élections sera très active. On vous sent réservé, même timoré. Vous avez trop peur d'échouer? Non, la peur de l'échec, c'est déjà un échec en réalité. Pour ma part, vous avez ici cité quand même plusieurs fonctions que nous avions eu à occuper tant dans nos milliers de jeunes. Je suis quand même de ceux qui savent affronter la situation, qui se jettent à l'eau. Mais c'est vrai que ce n'est pas pour autant que nous allons nous livrer à des déclarations hasardeuses. Donc ici, pour le moment, l'heure n'est pas de se déclarer candidat, l'heure n'est pas à la campagne électorale. Pour le moment, on ne fait pas de campagne, ce n'est pas exclu qu'on donne ses intentions. Le message que j'ai pour le moment, c'est de mobiliser les jeunes, leur faire comprendre que très prochainement, il y aura certainement le débat sur la loi sur la répartition des sièges. Et cette loi sera fondamentalement influencée par le score qu'auront enregistré de provinces. Et vous savez que chez nous, en termes de nombre d'enrôlés. En termes d'enrôlés, effectivement. Donc chez nous, au Kasaï oriental, nous avons 11 députés nationaux. Vous savez que cette situation, moi je la considère toujours comme injuste depuis tout ce temps. On a considéré que le Kasaï oriental était le bastion de l'opposition à l'époque et en tant que tel, on ne pouvait pas lui donner autant de sièges pour aller s'opposer au pouvoir. C'est dans cette logique que très souvent on avait tendance à minimiser l'effectif d'enrôlés au Kasaï oriental. Partout quand vous êtes, par contre, quand vous êtes au Congo ici, vous circulez ailleurs, on vous dit Balouba, ce sont eux qui, lorsqu'on parle de la maternité des Balouba, on est réputé en ça. Donc il n'y a pas de logique qu'on soit réputé comme ça et que lorsqu'il faut comptabiliser lors de grandes messes politiques comme ça, qu'on dise qu'on est minoritaire. Donc il y a eu une injustice qui doit être réparée. Et pour qu'on y arrive, nous devons nous enrôler massivement. Et je crois que c'est le message qui peut être le plus important pour le moment, que je lance aux jeunes, c'est que si nous voulons d'abord réparer cette injustice-là, puisque plus nous serons représentés suffisamment au Parlement, plus nous aurons une grande capacité d'influence, même en termes de la voix. Encore faut-il qu'on ait des gens qui vont effectivement parler, mais d'abord en nombre c'est très important. Vous savez, Kinshasa, la ville-province de Kinshasa, à elle seule a 55 députés. Donc près de 10% de plus de 10% de la représentation nationale. Alors que Kinshasa, c'est vrai sur le plan démographique, mais nous ne sommes pas aussi loin que ça de Kinshasa pour avoir un tel écart. Donc je pense que nous pouvons réparer cette injustice-là et pour y arriver, nous devons nous enrôler massivement. Et le moment venu, on verra maintenant les profils idéaux pour nous, nous faire réparer. Il n'y a rien de peur, il n'y a rien de bon, rassurez-vous, je serai le dernier à avoir peur dans cette province, puisque nous la connaissons. Je ne vois même pas pourquoi on peut avoir peur de proposer à nos frères une offre politique si on l'a. Dans ce chapitre, certains ont eu une opinion tranchée. Il faut évacuer les caciques.
tous les anciens doivent partir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense pas que nous devons réfléchir de façon brutale. Dire que tous les caciques doivent partir, c'est... C'est-à-dire de tous les députés, les 11, tous doivent être sanctionnés négativement. Alors, la tous sanction, les provinciaux sanctionnés négativement, qu'il faut entièrement injecter du sang neuf. Moi, je suis juriste. Je pense que la sanction implique la correction d'une faute ou d'une violation quelconque commise. Donc la personne qu'on sanctionne, c'est peut-être la personne qui a fait ce qu'on l'a demandé de ne pas faire ou qui n'a pas fait ce qu'on lui a demandé de faire. Alors, s'il faut sanctionner nos 11 députés nationaux, par exemple, ça veut dire que soit ils n'ont pas fait ce qu'on leur avait demandé de faire ou ils ont fait ce qu'on leur a demandé de ne pas faire. Mais puisque je suis quand même un jeune observateur, averti de la scène politique, surtout de ce qui concerne notre province, je préfère quand même à ce sujet mettre une réserve. Pour être franc, je parlerai par exemple de la production parlementaire de l'honorable Alphonse Ngoï Kassange, par exemple. Vous verrez que de nos 11 députés nationaux, il sort du lot par rapport à la tâche réservée à un parlementaire. Il a un bilan à présenter à ceux qui l'ont élu. Et pour un tel parlementaire qui a quand même un bilan à présenter, je pense que nous ne pouvons pas nous arrêter à dire que nous devons sanctionner tout le monde parce que peut-être la majorité n'a pas fait ce qui devait être fait. Il y a peut-être des exceptions, et vous l'avez vu, même lorsque le député ou les grandes personnalités politiques de la province venaient ici. Donc, même l'engouement de la population les dit mieux que moi. Donc, il y a quand même dans la population aussi cette attention-là. La population observe d'elle-même et vous avez même vu, la sanction déjà même dans l'accueil se fait sentir. Donc, en ce moment-là, moi je pense que nous devons y aller au cas par cas, relativiser certainement. Et si on part au cas par cas, Alphonse Ngoï Kassange, je vous l'avais dit, sort du lot. Qui d'autre peut être sauvé? Difficile de les citer? Sincèrement, c'est difficile. En dehors de l'honorable Alphonse Ngoï Kassange, pour moi en tout cas, c'est difficile pour moi de sortir un autre député parmi les députés nationaux. Je parle justement des députés nationaux. Donc, peut-être qu'il mène des actions dont les échos ne nous arrivent pas. Je ne veux pas ici dire que les autres députés ne font rien, mais moi je pense, pour ma part, que peut-être il mène des activités dont les échos n'arrivent pas à la population. Puisque nous n'avons pas vu, en dehors de l'honorable Alphonse Ngoï Kassange, pour des questions que ce soit. D'abord, vous savez, un député national, il a une mission double. C'est de légiférer et de contrôler la gestion. Alors, partons que de ça. Partons que pour peut-être ne pas être dans des jugements de la rue. Partons que de cette mission-là. Combien de députés nationaux de chez nous ici, vous avez vu proposer une loi et faire adopter cette loi au niveau du Parlement? En tout cas, je ne sais pas, vous êtes journaliste, peut-être que vous pouvez m'informer là-dessus. Lorsqu'il faut aussi mener des contrôles parlementaires, contrôle de gestion de l'exécutif, ainsi de suite. Combien de députés nationaux de chez nous ici, vous avez vu, n'est-ce pas, poser des actes de contrôle sérieux et donner des résultats? Vous voyez, c'est en partant de ça que j'ai parlé de l'honorable Ngoï Kassange tout à l'heure. Et comment vous expliquez le fait que dans une province où on a 11 députés, qu'il n'y ait qu'un seul qui sorte du lot? Qu'est-ce qui nous est arrivé pour qu'on en arrive là? Si nous devons parler, nous devons en tout cas aborder cette question avec sincérité, pour ma part, je dirais que il y a eu
à l'époque une tendance qui était de nature à ne pas permettre à la population de faire une sélection froide, de sélectionner vraiment froidement des personnes qui devaient la représenter au niveau du Parlement. Nous connaissons tous l'adhésion légendaire qu'a notre population à l'activisme de l'UDPS, puisque c'est un parti phare. Tant qu'on parlera de cette province, en tout cas politiquement, et on parlera on parlera aussi très souvent de l'UDPS, puisque l'UDPS a fait une grande histoire, et cette histoire particulièrement aussi menée dans cette province. Alors, cette adhésion avait fait que la population avait placé totalement confiance en ses dirigeants, donc les dirigeants de l'UDPS. Qui avaient présenté des candidats. Qui, à leur tour, avaient présenté à cette population des candidats. Et c'est sur base de cette confiance-là, je vais dire par commission, vous voyez, puisque lorsque le fait docteur Étienne est venu ici en 2011, en 2011 justement, vous avez vu, donc cela avait suffi. Donc les candidats qui avaient été présentés à Bonzola, ils sont rentrés chacun chez soi, ils ont attendu les jours du vote et ils ont été publicités. Vous savez, sans discours, sans mot dire à la population. Puis quand vous ne dites pas, quand vous ne montrez pas à la population l'offre politique, c'est difficile que la population suive votre action. Il n'y a pas que les députés de l'UDPS dans les 11. Oui, mais en majorité. Ça veut dire que le problème n'était pas forcément celui-là. Que certes, la majorité sont des l'UDPS, mais il n'y a pas que des députés de l'UDPS qui ont été élus en 2018. Pourquoi tous sont les mêmes? Non, je suis ici en train de montrer, entre autres causes, de ce que nous sommes... Ça, nous avons entendu, mais parce qu'il faut avancer. Alors, aussi, en dehors de ça, il faut les... Est-ce que, si j'anticipe, est-ce que la population a appliqué la même méthode aux autres? Voter sans forcément savoir le contenu que propose le candidat? Nous avons vécu ça et c'est ce que nous sommes en train de vouloir corriger. Tout à fait. Parce que aujourd'hui, la tendance avec la scène politique, notre scène politique actuelle, c'est que ce sont des personnes qui sont relativement posées dans leur domaine, donc, surtout financièrement, qui parviennent à mobiliser suffisamment, puisque notre population est tellement appauvrie que lorsque on arrive à des moments comme celui-ci, c'est généralement des gens qui sont bien assis, qui ont des moyens, qui, au lieu de vendre des idées, ils partagent par contre leurs biens. Et c'est à ce niveau-là que le problème se pose. Donc nous avons ce qu'on peut considérer comme l'infiltration dans la politique de certains parvenus qui n'acceptent pas de se faire recycler. Vous voyez, des gens qui viennent de partout et qui ne se mettent pas au protocole politique, et c'est ce qui crée justement ce que nous sommes en train de vivre, entre autres chez nous en province. Vous n'avez qu'à voir nos assemblées ou nos représentants. C'est rempli de commerçants, ainsi de suite. C'est vrai que la politique n'est pas réservée, il n'y a pas de catégorie exclue, mais lorsque vous y allez, acceptez aussi de vous faire recycler, ne fût-ce que ça, ça peut vous permettre d'aider la population. Et c'est entre autres le grand défi que nous lançons pour cette fois-ci. Faire comprendre à la population les profils, pourquoi et qui choisir. On espère qu'on y arrivera. Président Rufin, on va clôturer ce chapitre justement de l'enrôlement avec tous ses corollaires et du processus électoral, la sanction qui devra être réservée aux uns et aux autres. Une vidéo de l'abbé Blaise, prêtre catholique du diocèse de Mbuji-Mayi, est virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle
il pose une question oratoire à ceux qui viennent en drainant des foules, mais qui ne vivent pas ici, ressortissants du Kasaï oriental. Ils viennent de partout. Il dit, je le cite, vous n'avez pas construit ici, mais vous venez nous demander notre suffrage, pour qui vous nous prenez. Et justement, il rejoint cette opinion, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, qui pense que certaines personnes devraient tout simplement être sanctionnées, non pas seulement ceux qui ont été élus en 2018, mais ceux-là aussi qui ne surgissent qu'au moment des élections et qui sortent un peu de partout. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous qu'il faut faire confiance à ceux qui vivent avec nous ici, ou peut-on aussi parmi ceux qui viennent trier les bons éléments pour constituer une bonne équipe de parlementaires à présenter après les élections de 2023? Oui, merci beaucoup Arsène. Moi je pense que je vais d'abord saluer l'attitude tout à fait vigilante de M. l'abbé Blaise, une grande personnalité de cette province que j'ai toujours respecté dès par la franchise dans ses discours ou dans ses prises de parole. Donc c'est un homme qui ne va jamais par quatre chemins lorsqu'il faut exprimer une opinion et une vérité. Je pense que pour ma part, j'épouse plutôt l'intention de M. l'abbé. Peut-être que dans ce qu'il a dit, je peux aussi dire quelque chose. Mais l'intention du prêtre, c'est justement d'attirer l'attention de la population par rapport à qui est-ce qu'on peut accorder un mandat. Puisqu'on le voit maintenant, la politique c'est devenu pour certains un business. Donc ce moment d'enrôlement et même le moment de vote qui viendra, c'est pour eux le moment d'investissement. Donc ils s'investissent comme ils peuvent, et lorsque vous leur accordez le mandat, il sait déjà que le mandat c'est le fruit de son investissement. Il n'a plus rien d'autre à vous donner. Il vous a donné ce qu'il pouvait et vous lui avez donné aussi le mandat. Le contrat est fini. Donc, or, nous n'avons pas besoin de personnes comme ça. Nous avons besoin de gens qui prennent quand même le sacrifice de connaître d'abord quels sont les vrais problèmes de cette province. Quand vous êtes député, vous allez au Parlement pour parler, pour légiférer. Mais légiférer, ça veut dire créer des lois qui viennent en réponse à certains problèmes. Et ces problèmes sont sociétaux. Comment vous allez régler un problème que vous ne connaissez pas? Comment vous allez parler d'un fait que vous n'avez jamais rencontré puisque vous ne vivez pas là-bas? Bon, maintenant, peut-être pour traduire une telle intention, le prêtre a parlé de ceux qui ont construit ici, ainsi de suite. Je comprends beaucoup plus l'intention et je voudrais aussi peut-être faire aussi un équilibre pour ne pas peut-être laisser une confusion s'installer dans notre population. Donc peut-être responsabiliser beaucoup plus qu'il l'est un député national ou provincial. Vous savez, la tâche de faire certaines choses, construire des hôpitaux, des routes, améliorer des conditions de vie, c'est une tâche réservée à l'exécutif. C'est le pouvoir, c'est le gouvernement qui doit en principe prendre en charge de telles questions. Un député national ou provincial a une mission qui est définie par la Constitution et il peut aller au-delà selon qu'il peut être généreux ou de bonne foi, mais ce n'est pas une obligation réglementaire qui s'impose à lui. Donc là, c'est quand même aussi un équilibre très important puisque nous devons être objectifs, rationnels dans ce que nous disons. Mais l'intention de M. l'abbé, et pour moi, je considère même que le prêtre est dans, pour ne pas, peut-être pour amuser, est dans le JFSA. C'est en réalité ça, le groupe de vigilance que nous voulons constituer. C'est cette vigilance-là qui fait que de temps en temps, qu'il y ait des sonnettes d'alarme, qu'il y ait des lanceurs d'alerte pour justement rappeler aux uns aux autres qu'attention, il y a ici des lignes rouges qu'on ne peut pas franchir.
On va terminer cette émission. Vous êtes coordonnateur national du groupe de vigilance pour le suivi des actions du chef de l'État, une structure que vous avez récemment créée pour faire les suivis de quelle action? Merci beaucoup Arsène. Le GFSA, comme vous venez de le dire, c'est un groupe de vigilance effectivement créé pour suivre l'exécution des actions du chef de l'État. Les actions du chef de l'État sont des champs à travers l'étendue du territoire national et même ici chez nous en province. Maintenant, nous constatons que dans l'exécution de ce projet, et ainsi de suite, il se passe beaucoup de choses. Lorsque vous prenez par exemple le projet 100 jours ou le projet de lutte contre les inégalités sociales ou même le projet Tilégelou, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites autour de l'exécution de ce projet-là. Pourtant, quand vous entrez dans les corps de ces différents projets, il y avait des actions, en tout cas salvatrices, des bonnes actions qu'on aimerait qu'elles se réalisent pour améliorer des conditions de vie de nos populations. Mais parfois, ceux qui étaient malheureusement appelés à présider à l'exécution de ces projets se sont adonnés plutôt à des actes de détournement et autres antivaleurs qu'on ne saura pas citer ici. Donc c'est justement pour éviter pareille situation que nous avons créé cette structure qui se donne une mission tripartite. Premièrement, c'est dans l'orientation et le choix des projets. Pourquoi nous disons cela? Puisque nous avons constaté que il y a eu quand même un élan de vouloir amener le gouvernement ou le chef de l'État à attirer son attention sur certains problèmes qui ne sont pas superfétatoires mais qui ne peuvent pas être urgents par rapport à la situation qui est celle du Kasaï oriental aujourd'hui. Par exemple, si vous faites des calculs sur les fonds qui ont été déjà mobilisés dans cette province pour différents projets qui sont venus de la présidence de la République, on parle de près ou de plus de 500 millions de dollars dans cette province. Par contre, dans cette province, nous sommes en train de vivre avec près de 2 mégawatts en termes du courant pour toute la province du Kasaï oriental. Comment voulez-vous développer une province qui n'a pas d'électricité? C'est tout à fait impensable. Aujourd'hui, lorsque vous allez sur le marché, le méca de maïs, ainsi de suite, ça se vend à 5 000, 4 000 francs et ainsi de suite. Mais il y a quand même des travaux ça et là sur la ville. On le voit, on apprécie, c'est beau, la ville est en train de prendre une autre image. C'est tout à fait bien, on en croit. Mais pourquoi on ne pouvait pas penser aussi qu'on pouvait commencer avec des routes de dessert agricole pour justement permettre l'acheminement de produits qui sont disponibles dans nos villages environnants ici, alimenter le marché et permettre à ce qu'il y ait déjà à manger dans la population. Ça va résoudre ce problème de faim. Vous voyez? Donc on pense que dans le choix des projets, nous pouvons aussi être vigilants pour dire c'est bon, effectivement, mais ça peut être mieux. Puisque nous estimons qu'on connaît quand même cette province ensemble avec des amis qui vont travailler. Donc le premier objectif, c'est dans l'orientation et le choix des projets. Le deuxième objectif, c'est dans le contrôle. Un projet même meilleur, ça veut dire que nous avons ciblé un secteur qu'on peut considérer comme prioritaire, ainsi de suite, mais encore faut-il bien exécuter le projet. Et à ce niveau, c'est des procédures de passation de marché, des procédures relatives au respect de la sous-traitance. C'est à ce niveau-là que des magouilles se font. Donc nous pensons qu'il faut y avoir un œil très regardant à ce niveau-là pour que le marché soit gagné dans le respect des règles de l'art et que la loi sur la sous-traitance soit respectée, puisque le président de la République a parlé, il a émis son vœu de créer des millionnaires congolais. Mais moi je pense que c'est essentiellement à travers la sous-traitance
qu'on peut avoir des millionnaires congolais. Donc nous pensons que à ce niveau-là, il faut aussi ouvrir l'œil et le bon. Et troisièmement, enfin, c'est dans la vulgarisation. Un projet, un bon projet retenu et exécuté, il faut aussi vendre la réalisation. Vous partez un peu par-ci, par-là, il y a des gens qui disent qu'est-ce que les Kassai a bénéficié jusque-là, qu'est-ce qu'on a fait. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui se font dans notre province ici ou même ailleurs. Parfois, on n'en parle pas ou on n'en parle pas bien. Donc, c'est vraiment autour de cette mission tripartite que le groupe offre sa disponibilité pour accompagner le chef de l'État. Vous êtes une ASBL, mais en suivant le contenu, on se rend compte qu'il est très politique. Est-ce que l'objectif est de virer à l'approche de la campagne électorale vers une plateforme électorale? Pas forcément, mais ce n'est pas aussi exclu. Et on l'a dit déjà pour en son temps, nul n'en prétexte l'ignorance. Ça veut dire que nous accompagnons le chef de l'État, donc on est conscient que notre activité aura impérativement un impact politique. Et si avec le temps, on pourra se rendre compte que pour servir efficacement, il faut que nous-mêmes, avec la structure, mettions nos deux pieds en politique, on va étudier et lever les options conséquentes. Alors, sur terrain, qu'est-ce que vous faites exactement? Par exemple, en termes de suivi des projets initiés par le président de la République, je prends comme ça, de manière isolée, le projet de 35 km de routes urbaines en train d'être effectué par l'entreprise Safrimex. Qu'est-ce que votre groupe de vigilance fait, par exemple, pour assurer le suivi d'un tel projet? Effectivement, pour un tel projet, par exemple, je peux dire ici que déjà, lorsque je suis arrivé, j'ai eu à solliciter une audience que j'espère que me sera accordée très prochainement avec les responsables d'Afrimex ici pour échanger avec lui autour de certaines informations que nous avons aussi. Parce que vous savez, c'est un projet public. Il y a normalement rien qui doit être tenu en secret. Donc nous, au niveau de la structure, nous nous efforçons à aller à la source, puiser des informations par rapport au terme de référence de l'exécution de ce projet. Quel est le timing qui est initialement prévu pour fournir l'ouvrage à l'État congolais ou à la province? Quels sont les mécanismes de paiement, comment les uns et les autres, quels sont les engagements des uns et des autres dans le cadre de cet accord. En réalité, avoir l'idée sur l'accord et être maintenant vigilant sur l'exécution des engagements des parties selon qu'il s'agit de la partie État ou la province selon le cas et de la société qui a gagné le marché. Mais aussi dans la sous-traitance, on va jusqu'au bout pour voir est-ce que les Congolais qui sont dans puisqu'il y a des sociétés de fait qui se créent pour justement gagner des marchés et après il n'y a pas l'expertise et la conséquence c'est qu'à la fin on a des ouvrages qui ne répondent pas, on a des ouvrages qui ne sont pas efficaces. Donc on est... Et lorsque vous avez ces informations, qu'est-ce que vous en faites? Lorsque vous êtes allé auprès de ceux qui exécutent, auprès des entreprises qui ont été recrutées, auprès des autorités qui financent, quand vous avez ces informations, qu'est-ce que vous en faites? Nous alertons les autorités compétentes et particulièrement le chef de l'État puisque nous estimons que c'est à lui que va normalement revenir le mérite ou comme aussi les gens ont tendance à donner l'opprobre lorsque les choses ne sont pas bien faites. Donc nous attirons l'attention du chef de l'État à travers des institutions et structures bien identifiées avec lesquelles d'ailleurs nous sommes déjà en contact, qui ont salué
l'avènement de notre mouvement pour leur dire, bon voilà, à ce niveau, il y a risque que tel événement malheureux survienne. Et c'est là, on use de tout le droit légaux qui sont reconnus. On peut par pétition, on peut à travers les médias, puisque vous savez, tous ces projets sont exécutés avec l'argent des Congolais, des contribuables congolais. Donc il en va de notre responsabilité, c'est l'argent des Congolais, de nous-mêmes. Et quoi de plus normal que de suivre ce qui est en train d'être fait pour nous-mêmes. Donc ce que nous faisons, nous sommes des patrons de ce qui s'est fait. Alors c'est comme ça que lorsque nous avons ces informations, on les répercute à cul de droit, puisque il y a effectivement des institutions publiques, entre autres, qui peuvent normalement ou qui doivent normalement mener pareille mission. Il y a par exemple des assemblées provinciales, lorsque c'est peut-être un projet qui est géré par le gouvernement provincial, ou l'Assemblée nationale lorsque c'est le gouvernement central. Mais vous savez qu'il y a toujours parfois des considérations politiciennes qui par moments viennent entacher l'action. Donc parfois, là où l'Assemblée provinciale ou l'Assemblée nationale devait être rigoureuse, il y a un peu de la complaisance, puisque voilà, la personne qui exécute est peut-être de la même obédience que la majorité, ainsi de suite. Donc nous voulons contourner cette difficulté-là et offrir au chef de l'État une vigilance, en tout cas, digne de ses noms. Qui sont membres de ce groupe de vigilance? Tout Congolais qui est intéressé à voir le chef de l'État réussir son mandat et voir notre pays connaître effectivement l'élan du développement que le président de la République appelle de tous ses voeux. Donc tout Congolais intéressé et éligible pour être membre de notre structure. On termine par le bilan du président Tshisekedi, parce que nous sommes pendant une année électorale. La campagne a presque déjà commencé. En tout cas, on entend les messages d'appel au soutien à la réélection du président Tshisekedi. Vous, du groupe de soutien, le groupe de vigilance qui fait le suivi des actions du chef de l'État, n'avez-vous pas peur que le bilan soit trop maigre pour que les Congolais lui renouvellent leur suffrage en décembre 2023? Pas du tout. Le bilan du chef de l'État est positif, je dirais même largement positif. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a eu effectivement la difficulté dans la communication. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, seulement qui n'ont pas été vulgarisées sérieusement. Et c'est cet état des choses qui donne comme l'impression que rien n'est fait ou que le bilan est positif. Par exemple, sur le plan diplomatique, puisque nous devons parler mais aussi donner des faits. Sur le plan diplomatique, par exemple, le président de la République a remis notre pays dans les concerts des nations. Vous vous souviendrez que depuis, ça ne rapporte rien dans la casserole du Congolais, ça ne met pas fin à la guerre, ça ne construit pas de routes et des hôpitaux. Non, mais vous savez... C'est beau à entendre, hein, sur le plan diplomatique, le pays est réouvert au monde. Vous savez, mais tout ça, les Congolais, qu'est-ce qu'ils ont à faire de ça? La paix est un processus. Vous n'aurez pas à avoir quelque chose dans votre casserole si ça crépite dehors. Donc, sans la paix, on ne peut rien, on ne peut parler de rien, on ne peut envisager de rien. Alors, notre pays, longtemps gardé en embargo d'achat d'armes, alors qu'on est agressé, nos compatriotes qui meurent à l'Est, on ne peut pas minimiser cette question. La question diplomatique, je pense que c'est le chantier le plus important pour l'instant dans notre pays, puisque nous vivons sous une menace d'agression. Nous sommes agressés et nous devons prendre ces problèmes au sérieux. Et c'est l'approche du président de la République. C'est important qu'un pays comme le Congo aujourd'hui, nous soyons à même de nous doter de moyens pour se défendre, assurer notre défense. Mais de l'éducation.
Non, mais vous venez, vous sautez. Non, c'est parce que je ne peux la pas. sécurité. Je ne peux pas. Oui, vous allez parler d'éducation, Oui. mais en une minute. Parlons de la sécurité. La guerre du M23, par exemple, les rebelles continuent de gagner du terrain. Parlons le président va faire 0% de voix à l'Est. Là, par contre, ça c'est ce que les politiciens disent et c'est que certains médias, pour des raisons qu'on connaît. Oui, mais un Congolais de Bunagana, pourquoi va-t-il voter le président Tshisekedi? Non, mais vous savez, la guerre à l'Est a plusieurs champs de bataille. Il faut qu'on se le dise, la guerre à l'Est a plusieurs champs de bataille. Et à l'heure actuelle, notre armée a gagné plusieurs batailles. Et il y a effectivement aussi quelques chantiers, ça et là, que l'ennemi semble avoir une prépondérance sur terrain. Mais cela ne veut pas dire que la RDC a perdu la guerre. Il y a plusieurs zones jadis occupées par le M23 que, avec l'avènement de l'état de siège qui a gardé à l'abri les grandes villes comme Goma, Beni. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que l'état de siège est un échec. Vous savez que c'est grâce à l'état de siège que ces grandes villes-là aujourd'hui sont restées à l'abri de velléités de l'ennemi. Donc, sur le plan sécuritaire, rassurez-vous, et aujourd'hui, avec la diplomatie, l'impact sur le plan sécuritaire, c'est que vous avez vu aujourd'hui que nous connaissons notre ennemi. Il y a 4 ans ou il y a 3 ans, on ne savait pas, on avait du mal à identifier. Aujourd'hui, on sait que c'est le Rwanda. Terminons, parce que terminons. Vous voyez, donc sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique, dans l'éducation avec la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, il y a près de 60 000 nouvelles unités qui sont prises en charge au niveau de l'enseignement. Il y a plus de 43 000 retraités et une retraite honorable avec le ministre Tony Mwaba que je salue. Donc il y a beaucoup de choses sur le plan des infrastructures. Je ne prends que la province du Kasaï ici. Nous voyons tout ce qui est en train de se faire. Notre province est en train de porter sa plus belle robe. Et ce travail s'est fait partout à travers l'étendue nationale. Voilà, permettez que je vous interrompe et qu'on termine par là. Rifin Mouepou-Kadima, président, ou plutôt coordonnateur national du groupe de vigilance pour le suivi des actions du chef de l'État, cadre de l'Union sacrée de la Nation. Nous vous disons merci de vous être soumis une fois de plus à cet exercice face à l'actualité. C'est un plaisir, Arsène, c'est moi qui vous remercie. Cet entretien de Face à l'actualité est terminé. Merci à vous qui l'avez regardé. Merci à toute l'équipe technique coordonnée aujourd'hui de manière exceptionnelle par Justin. Prenez rendez-vous avec nous prochainement. Au revoir.